Il nous reste Didier Roy qui va nous parler de Poppy Education, chercheur membre de l'équipe Flowers d'INRIA Bordeaux Sud-Ouest. Vous êtes un peu chez vous ici. Voilà, donc Bonjour. Je vais vous mettre la petite votre présentation. Oui, j'essaierai de lancer les petites vidéos. Donc pas de son, c'est pas très grave. Donc, je vais me débrouiller. Hop, voilà, pour une dernière présentation sur cette thématique, dernière thématique de la matinée, quand médiation de sciences, médiation scientifique et projet de sciences ne font qu'un. Alors, moi, je vais vous parler de comment le robot Poppy, qui a été créé dans l'équipe, est passé du laboratoire, du calme du laboratoire, on pourrait dire ça comme ça, à l'effervescence des centres de culture scientifique et technique, les salles de classe, etc. Alors tout d'abord, je vais vous planter le décor, c'est-à-dire les recherches que nous effectuons dans l'équipe. Principalement, notre travail consiste à étudier comment fonctionne l'apprentissage de l'enfant, qui mobilise des phénomènes extrêmement complexes et sur lesquels finalement on ne sait pas grand-chose. Ça reste encore une énigme pour la science. Alors nous, ce qu'on fait, on conjugue robotique, intelligence artificielle et sciences cognitives pour bâtir des robots qui soient équipés d'algorithmes qui permettent d'explorer ces mécanismes-là. Donc voilà en gros ce qu'on fait. Pour illustrer ces activités, je vais vous montrer deux exemples. Le premier, qui traite de ce qu'on appelle, nous, un apprentissage guidé par la curiosité, expérience qui a été menée notamment par Pierre-Yves Oudéier, qui est directeur de l'équipe de recherche dans laquelle je suis. Alors, je vais essayer de lancer le film. Est-ce que je peux... Non, je vois rien. Merde, pardon, flûte. Non, je n'ai rien dit. Alors, le montage, Didier, vous en faites pas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Bon, écoutez... Il faut qu'on revienne en arrière. Ouais, on reverra sur peut-être... Est-ce qu'on peut revenir en arrière, non? Vous l'avez fâché, la machine. Hein. Oui, non, bon. Vaut mieux le relancer. On le relance? Oui. Allez, c'est reparti. Oui, parce que si on démarre à la dernière mais je suis pas sûr que... inquiet. Non, ça, on va éviter ça. Donc pas de film. Hein. Bah écoutez... Ouais. Non, mais je vais vous le raconter. Ça sera moins bien. Mais... Un mime, sinon? Allez, courage, tu peux le faire. Voilà. Donc, alors, imaginez que vous voyez un film. Hein. Vous voyez, on va commencer par le film de gauche. Vous voyez le petit robot Aibo, le robot chien de Sony, qui a été équipé de ce qu'on appelle, nous, une curiosité artificielle, c'est-à-dire des algorithmes qui font que le robot va chercher à explorer son environnement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher des informations autour de lui. Donc, c'est un tapis de jeu, un tapis d'éveil, comme pour les enfants, hein. Il va essayer de toucher des objets, il va essayer de les mordre, il va essayer de leur parler, il va vocaliser. Vous entendez les vocalises hein, qui sont dans le film. Et il va vocaliser envers des objets qui ne vont pas lui répondre, évidemment. Mais là où c'était malin, c'est dans cette expérience, il y a un deuxième robot qui, lui, n'explore rien du tout. Sa seule fonction, c'est quand le premier robot le regarde, est tourné vers lui et vocalise, lui fait la même chose. Donc il regarde l'autre robot, il vocalise à son tour. Ce qui fait que le premier robot... au bout d'un moment, va avoir des informations sur son monde. Donc il y a des objets qu'il peut toucher, d'autres pas, certains qui font du bruit, et certains, quand il vocalise à leur endroit, qui font rien, et d'autres qui lui répondent. Donc, alors, ça, évidemment, c'est extrêmement modeste par rapport à ce que fait un bébé, bien entendu, hein, très très modeste. Mais c'est pour vous montrer un petit peu les pistes de recherche que nous suivons. Deuxième exemple... On y arrive enfin. Deuxième exemple, cette fois, on a étudié le rôle de la morphologie dans l'apprentissage de la marche. En clair, on a construit un robot, le fameux Poppy, et on a modifié sa morphologie. Donc, vous voyez l'image de droite dans le cadre rouge, ce sont des jambes qui sont parallèles. Dans le cadre bleu, ce sont des jambes qui ne sont pas parallèles, qui marchent d'ailleurs beaucoup mieux. Pour apprendre la marche, la situation de gauche est beaucoup plus facile, l'équilibre est bien meilleur pour apprendre à marcher. Donc vous voyez la thématique, on fabrique des robots, on leur met des algorithmes et on regarde ce qui se passe dans les processus d'apprentissage. Alors, Poppy, que vous voyez là, a été mis en open source pour qu'il profite au maximum de chercheurs, donc de manière à ce que les gens puissent le modifier, etc. Il est imprimé en 3D, ça a été le premier d'ailleurs au monde, open source humanoïde à être imprimé en 3D. Il est ce qu'on appelle bio-inspiré, donc vous voyez, il a une colonne vertébrale, il a des chaussures, il chausse du 21, si vous voulez savoir, c'est des vraies chaussures du commerce.
Et donc, il est complètement, on peut en changer la forme, puisqu'il est imprimé en 3D, on peut modifier les moteurs, etc. Donc c'est vraiment, quand on veut utiliser le corps comme une variable expérimentale pour voir comment se font les processus d'apprentissage. Est-ce que le corps a un rôle ou pas? Je peux vous annoncer que oui, le corps a un rôle dans les processus d'apprentissage. Aujourd'hui, la communauté Poppy, donc il a été ouvert. Il y a un forum de discussion qui compte à peu près 1000 membres aujourd'hui. Donc il y a des universités un petit peu partout dans le monde qui s'en sont emparées. Et puis, au hasard des rencontres, il a fait une première opération de médiation scientifique dans le cadre d'un lycée professionnel pour une opération qui mêlait robotique et danse. Donc ça a été sa première incursion. Pendant ce temps-là, on avait un autre projet qui était déjà démarré et qui s'appelle IniRobot, qui lui repose, ce sont des activités pédagogiques qui sont faites avec le robot Timio 2 que vous voyez à gauche, là, le petit robot, qui lui est développé par la recherche également, mais par l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui est composée d'un certain nombre d'activités, qui aujourd'hui est utilisée à peu près par 10 000 enfants dans une quarantaine de villes en France. Donc c'était une opération de médiation des sciences du numérique tournée autour de l'informatique et de la robotique, mission qui fait partie de celle d'INRIA d'ailleurs, pour diffuser les sciences du numérique. Donc pendant que Poppy apprenait à marcher tant bien que mal, qui faisait de la danse également, IniRobot se déployait un petit peu partout en France. Naturellement, c'était, une parenthèse importante, il était surtout destiné aux primaires, aux centres de culture scientifique toujours, mais particulièrement aux enfants d'âge de l'école primaire, sur le temps d'accueil périscolaire, etc. Et Poppy, tout naturellement, est arrivé dans l'affaire, puisque lui, il rajoutait une dimension supplémentaire, c'est-à-dire qu'on pouvait, par la nature même de la façon dont il avait été construit pour la recherche, on pouvait le hacker, on pouvait le modifier, on pouvait imprimer autre chose, c'était de l'open source, tout le monde pouvait s'en emparer. Donc, on s'est dit, pourquoi pas le faire rentrer lui aussi dans le jeu de la médiation et de l'éducation. Et donc, on a développé un kit qui s'appelle Poppy Éducation, plutôt un dispositif. Alors, les deux, une parenthèse importante, c'est que les deux kits reposent sur une stratégie identique. C'était quelque chose à laquelle nous tenions. Donc, initiation à l'informatique et à la programmation, initiation à la robotique. Il s'est avéré, là, sinon je vais me faire fâcher, ça serait trop long, il s'est avéré qu'il pouvait être utile dans beaucoup d'autres usages, mais restons là-dessus. Une caractéristique fondamentale à laquelle nous tenions réunit les trois axes dont je vais vous dire deux mots. Micro-monde d'apprentissage, ça c'est la nature même du robot, qui propose un micro-monde d'apprentissage à la frontière du monde réel et du monde numérique. Ça c'est très intéressant. Une démarche d'investigation scientifique, notre idée c'était de produire une activité de recherche, de proposer une activité de recherche et un travail coopératif. Donc en fait, les enfants ou les jeunes, pour les plus âgés, ils sont mis dans une situation de recherche, donc sont comme des petits chercheurs, donc une démarche d'investigation poussée assez loin, puisque par exemple dans le cas de IniRobot, la première mission, pour vous situer les choses, on n'a pas fait dans le léger. La première mission avec IniRobot, on donne l'objet à des groupes d'enfants et on leur dit voilà, on a trouvé ça hier dans les bois. Ils ne croient pas, bien entendu. On a trouvé ça hier dans les bois, on ne sait pas ce que c'est. On leur dit pas si ça s'allume, on leur dit pas encore moins comment ça s'allume, ils se débrouillent. Alors rassurez-vous, ils trouvent comment ça s'allume et ils trouvent. Tout est bâti comme ça et petit à petit, ils se mettent dans une situation de recherche. Si je voulais être lyrique, je dirais qu'on leur offre le plaisir de chercher pour qu'ils aient le bonheur de trouver. Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. Non, mais c'est ça l'idée quand même. Le travail coopératif. Alors pourquoi le travail coopératif? Parce que ça permet plusieurs choses. Ça permet de créer une dynamique de recherche comme une équipe de chercheurs. Ça permet aussi de gérer les difficultés autrement. Je vous prends un exemple, notamment pour les élèves en difficulté. Quand ils se posent un problème, quand par exemple il y a une erreur, traditionnellement, notamment pour les élèves en difficulté, dans le système scolaire par exemple, l'erreur est vécue très durement, comme un jugement, comme un échec grave. Là, l'erreur, elle est vue totalement différemment. Premièrement, elle s'adresse à un objet tangible. On programme le robot, on veut qu'il aille droit, il ne va pas droit. On constate tout de suite, c'est un objet, c'est pas grave, il n'y a pas d'enjeu majeur, il n'y a pas d'introspection particulière. Et en plus, l'erreur, elle est portée par le groupe. Ce qui fait que ça change complètement la donne. Donc on voit des élèves en difficulté, par exemple, s'exprimer, que ce soit dans des centres de culture scientifique comme Cap Science, la Cité des Sciences à Paris, etc. On voit des choses absolument incroyables qui se passent, c'est-à-dire des enfants qui sont en échec profond et qui révèlent des choses, qui osent parler, etc. Un mot sur la diffusion. Les activités, donc, elles sont libres et gratuites. On peut modifier, on peut mettre son logo, on fait ce qu'on veut. C'était notre idée. On les a créées en lien avec des enseignants. Elles ont été testées sur le terrain.
Tout est clé en main, il y a les solutions pour éviter que les gens aient du mal à se l'approprier, donc les choses sont proposées déjà en place. Il y a un site web pour accompagner tout ça, et on propose des formations, d'auto-formation, etc. Je fais court. Je fais court, pourquoi? Pour pouvoir insister sur le projet Poppy Éducation, enfin. Projet qui est financé par INRIA, la région Aquitaine et les fonds FEDER européens. Alors je rappelle la plateforme Poppy, les grandes lignes qui nous intéressent dans le cas présent. Tout est libre, logiciel et matériel, imprimé en 3D, donc ça c'est fondamental. Ça veut dire qu'on peut non seulement étudier la programmation, mais en plus on peut étudier la conception. On peut partir, avoir un projet qui part de zéro, en disant voilà, vous voudriez avoir un robot qui fasse ça, comment vous le dessineriez, etc. Donc on part vraiment de loin. Plusieurs langages de programmation. Nous, on utilise surtout Snap, qu'on aime bien, qui est très similaire à Scratch. Je vais vous en montrer un exemple tout à l'heure. On propose les robots physiques ou des robots simulés. Donc, on a des simulateurs sur ordinateur. Alors, c'est très différent. Mais ça permet quand même de pouvoir s'entraîner, de pouvoir faire de la programmation de robots. Ça s'adresse à qui? Eh bien, ça s'adresse à qui veut faire de la médiation des sciences du numérique, de la robotique, de l'informatique. Donc, pêle-mêle, hein, l'enseignement secondaire, donc c'est une cible plus âgée que celle de Dini Robot tout à l'heure, l'enseignement supérieur, les centres de culture scientifique et technique, et bien entendu les Fab Labs, qui se les modifient. Le dernier truc que j'ai vu, je crois que c'était une personne sur Lyon, qui a fait un robot, il est tout en bois, donc il a été complètement hacké. Donc c'est aussi l'idée qu'on sous-tend derrière, c'est que la communauté puisse s'emparer du projet et le porter encore plus loin. Donc ce qui peut être médiatisé avec Poppy, c'est la programmation bien entendu, et montrer aussi quelque chose de fondamental, c'est l'informatique dans les objets physiques. Parce que finalement, on parle souvent d'ordinateurs et de choses comme ça, mais l'informatique est très présente dans les lave-linges, par exemple la robotique. Beaucoup de lave-linges qui adaptent leur cycle en fonction du poids ont un fonctionnement robotique. Le livret d'activité, ça j'en ai déjà parlé, d'autres activités. Et plus précisément, depuis décembre 2015, on a lancé des expérimentations dans une dizaine de lycées, auxquels on ajoute en ce moment 5 lycées et collèges pour septembre 2016. Donc là, comment ça se passe? On va voir, on accompagne les projets dans les lycées, on leur prête. On a à peu près 70 robots qui sont dehors. Principalement, les robots, ce qu'on utilise, ce sont le petit à droite, là, ce qu'on appelle l'ergo. C'est tout simplement un bras du Poppy qui a été un peu miniaturisé. Pourquoi on a fait ça? Parce que c'est beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. À ce jour, le robot, nous, on propose 3 formes de base. Le robot humanoïde, que vous avez vu tout à l'heure. Le robot torso, Poppy torso, c'est l'humanoïde sans les jambes. Et le Poppy ergo, qui est juste un bras. Voilà. Ensuite, quelques illustrations. Alors, vous voyez en haut à gauche le Poppy en situation de danse. Vous voyez, à droite, vous voyez un exemple de programmation Snap. Je ne sais pas si on voit bien. Enfin, vous voyez l'idée, en tout cas, ça ressemble à Scratch, des blocs qu'on imbrique les uns dans les autres, quelques paramètres qu'on ajoute. En bas à droite, le simulateur dont je vous parlais. Et en bas à gauche, mince, décidément. En bas à gauche, bon, je n'ai pas de film non plus, c'est pas grave. Le Poppy ergo en situation de reconnaissance de QR code. Dans cet exemple-là, il a été programmé pour pouvoir lire des QR codes et avoir des comportements en fonction des QR codes. Ce qui fait qu'avec, par exemple, cette petite activité-là, qui est faisable à pas mal de niveaux, ben, ça permet de créer un nouveau langage avec des QR codes. Donc vous lui montrez le QR code. On fait ça aussi avec le Poppy humanoïde. Vous lui montrez le QR code, il va exécuter quelque chose. Vous lui montrez plusieurs QR codes, ben, il va exécuter la suite qui correspond. Voilà en gros ce que je peux vous dire. Je vérifie de rien avoir oublié. Non, dans le temps prévu, en tout cas. Un petit mot pour vous dire que les 22 et 23 juin, on va approfondir ces discussions-là autour de Poppy et du Timio. Il y aura des retours d'usage lors d'un colloque des 22 et 23 juin qui se tiendra à l'Agora du Haut-Carré à l'université, à côté d'INRIA. On verra les usages de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur en passant par le temps d'accueil périscolaire, les Fab Labs, les CCSTI, etc. Dernière chose, si vous voulez en savoir plus, et je suis sûr que vous voulez en savoir plus, eh bien, il y a les démos de Poppy, ça tombe bien. Vous n'avez pas vu les films, mais vous allez quand même le voir bouger dans les démos de Poppy qui sont dans le hall juste à côté. Voilà, vous pouvez voir le petit monde dont je vous ai parlé, vous pouvez voir tout ça en action. Voilà, merci à vous. Didier Roy, membre de l'équipe Flowers. Didier Flowers. Merci Didier, vous avez été impeccable. Figurez-vous qu'il est... Mais restez avec nous, on va finir la matinée, mais on est en train de faire un numéro duettiste là. Et j'en rigole. Au revoir Léa.
Petite question, on va quand même prendre une ou deux questions pour Didier. Peut-être que Loïc a des choses qui remontent sur Twitter. Il n'y a pas vraiment de questions, mais surtout beaucoup de remarques, de commentaires sur les tweetos louent la diversité et l'originalité de ces projets. Voilà, donc ça donne. Ça c'est vrai qu'il y a un panorama de pluridisciplinaire. Je me faisais la même remarque tout à l'heure. Avec les 4 panélistes. Juste une petite remarque que j'ai oubliée. Il y a un dispositif qui est fait par INRIA pour la médiation des sciences numériques qui s'appelle Pixies, qui est pixees.fr. Dont Martine, une des représentantes, est ici d'ailleurs, et qui est très intéressant pour trouver tout un tas de ressources pour faire de l'informatique débranchée, de la programmation et de la robotique. Très bien, on se note ça. On sent la passion en tout cas en vous écoutant. Hein. C'est vrai. À titre personnel, vous en retirez quoi de Poppy Éducation? Ça devient vraiment un bébé. Alors vous allez me dire, c'est un peu bateau de dire ça, mais avant d'être dans la recherche, j'y suis depuis peu de temps, ça fait que 4 ans que je suis à INRIA, j'ai été prof de maths pendant 30 ans. Et de voir l'échec scolaire, etc. Et quand on voit, c'est de votre faute, hein, quand on voit, par exemple, des enfants dans des classes en difficulté, j'ai une petite anecdote comme ça, une petite fille, dans le groupe le plus en difficulté d'une classe, elle-même en difficulté, dans un quartier prioritaire, voilà, qui un jour, on lui demandait de trouver un algorithme de parcours d'obstacles avec le timian. On demandait à toute la classe. Et c'est cette petite fille qui a trouvé le meilleur algorithme. Alors il s'est posé plein de questions. Personne n'a compris comment ça se fait. Elle est en échec scolaire, elle ne devrait pas pouvoir faire ça. Ça ne peut pas être le hasard. Donc c'est des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Mais en tout cas, on voit émerger dans ces nouvelles approches, on voit émerger des comportements qu'on ne connaissait pas forcément. Ça, c'est une manière magnifique de conclure cette matinée en termes de médiation scientifique. Est-ce qu'on peut rêver mieux? Moi, je ne sais pas mieux faire. Merci en tout cas à Didier Roy pour ces mots de conclusion. Bonjour Léa. De cette matinée, j'ai envie de dire, vous restez avec nous. Oh, il est 12h30 passé. Il y a un buffet, vous le savez,